Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière, ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves, seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves. Nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute! Aujourd'hui, on papote avec Louise qui est arrivée au Québec il y a 10 ans pour obtenir sa double maîtrise en sciences de l'architecture et en architecture et qui est devenue résidente permanente en 2021. Louise est architecte à Montréal, mais pas que, puisqu'aujourd'hui, on va parler d'architecture, d'immigration et de concours beauté. Salut Louise et bienvenue sur le podcast. Merci Hélène, bonjour à tous. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on parle de ton métier. Même si tu as fait tes études au Québec, est-ce qu'on exerce de la même façon le métier d'architecte au Canada et plus précisément au Québec qu'en France? Alors c'est une question qui est pas facile à répondre. Déjà, Bien tu vas commencer voir, comme ça. ouais, moi j'ai fait mon bac, tu sais, la licence, je l'ai faite en France. Puis ensuite, je suis venue à l'Université Laval de Québec pour faire ma maîtrise. Puis ensuite, j'en ai fait une autre. Ce que j'ai pu observer déjà juste durant mes études, c'est que l'enseignement est super différent. Moi, en tout cas, jour 1 au Canada, enseignement au Québec, Université Laval, je me suis sentie chez moi. J'ai vraiment trouvé que c'était plus bienveillant, on était poussé vers l'excellence, mais d'une façon où on nous encourageait en fait. Ce que j'ai un peu voulu quitter en France, c'était ce côté réussite par l'échec, c'est très méchant. Les architectes se reconnaîtront, on a ce qu'on appelle une culture de la charrette. Je vais expliquer ce que c'est. C'est quand en fait on te pousse à travailler jour et nuit pour remettre le meilleur projet possible. Puis en ce moment justement, il y a des grèves en France dans les écoles d'architecture où ils dénoncent ça. Ils dénoncent plein d'autres choses, etc., le manque de moyens. Mais aussi, c'est ça, c'est tout ce qui se passe dans nos études, cette culture un peu toxique, commence à sortir de l'ombre un petit peu. Et c'est pour ça qu'il y a autant de révoltes, etc. Fait que moi, je suis ça de l'autre côté de l'Atlantique. Puis je me dis, waouh, enfin, c'était il y a 10 ans, tu vois, que j'ai fui ça. Puis je me dis, ben, il aura fallu 10 ans pour que les gens disent, stop, c'est pas normal. Bref, tout ça pour dire que l'enseignement est différent. Puis la façon de travailler aussi est différente. Mais pour d'autres raisons, je te dirais, c'est qu'en Europe, ils sont on est encore plus en avance sur des questions de développement durable, d'économie d'énergie dans les bâtiments, etc. Ici, ça commence, je te dirais, ça fait quand même quelques années qu'on en parle, mais je sens vraiment une différence avec quand je rentre en France et je parle avec les gens qui faisaient leurs études il y a 10 ans. Je vois comment ils travaillent, je vois comment moi je travaille. Bon, il y a encore du chemin ici à faire. L'autre chose aussi, c'est que en France, par exemple, il y a cette culture du concours d'architecture qui est très poussée, notamment dans les villes, par exemple, municipalités, tu sais, ils veulent absolument faire des concours, des beaux bâtiments, leurs bâtiments signature, l'effet Guggenheim de Bilbao, que tout le monde veut ça maintenant depuis 20 ans. Puis, ça veut dire que les firmes françaises sont en concurrence avec les firmes internationales, etc. Et au Québec, il y a pas ça, en fait. C'est vraiment les firmes québécoises qui construisent au Québec. Et pour donner un exemple, ma firme pour laquelle je travaille est la firme la plus célèbre au Québec. Puis maintenant, on veut essayer de s'étendre au Canada, mais c'est très difficile finalement de sortir de la province euh, parce que à l'extérieur, bah, peut-être qu'on n'a pas comme cette espèce de protectionnisme, je dirais, pour pouvoir faire des projets, puis pas être en concurrence avec les gens de l'extérieur. On pourrait en parler pendant des heures, là. Je suis pas spécialiste et tout. Mais c'est ça que je remarque comme différence. C'est au Québec, c'est vraiment, tu travailles sur les projets dans la province, etc. Versus en France, les grandes firmes, à Paris ou quoi,
font des projets ailleurs et en France aussi, mais moins. Enfin, en tout cas, ils sont en concurrence avec des gens de l'extérieur. C'est peut-être ça que je remarque le plus. Et je me rends compte que même si je suis allée à l'étranger, je suis pas nécessairement en retard par rapport aux gens qui sont restés. J'ai juste pris un autre chemin, mais je suis très contente de là où je suis rendue, puis je suis très contente d'être architecte et je regrette pas le move que j'ai fait en fait. J'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui si j'étais restée en France. Je connais pas du tout le métier d'architecte. Il n'y a pas de projet justement à l'international ou dans les autres provinces. Peut-être parce que c'est pas les mêmes normes ou les mêmes enjeux dans les autres provinces. Est-ce que ce serait pas ça la raison? Il y a d'autres projets, c'est plus que c'est vraiment chaque province qui fait un peu comme elle veut. Puis le Québec, on est très différent du reste du Canada, n'est-ce pas? Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, au final, on appelle ça le protectionnisme, mais il n'y a pas d'autre mot pour le dire. On pourrait s'étendre ailleurs, comme c'est un souhait de la part de ma firme. Il y a d'autres firmes qui le font déjà assez peu. Tout ça pour dire que si tu veux t'étendre, tu peux. On est régi par le Code national du bâtiment canadien. Et après ça, chaque province a son propre code. Nous, c'est le Code de la construction du Québec. Donc, par exemple, si j'ai un client fédéral, je vais devoir regarder le CNB, le Code national du bâtiment du Canada, pour faire mon projet. Et puis, si par contre, je travaille pour la SQI, Société québécoise d'infrastructure, qui peuvent, par exemple, commander des hôpitaux, des trucs comme ça, si c'est au Québec, bah, CCQ, Code construction Québec. Puis, si demain, je fais un projet en Ontario, je vais regarder le code de l'Ontario. Fait que ça n'a rien à voir. Chaque province a ses propres règlements, oui, mais ça n'empêche pas, c'est pas ça qui empêche de faire des projets. Est-ce que le métier d'architecte est pourtant un métier recherché à Montréal et peut-être plus largement au Québec? Je sais pas si c'est un métier recherché, mais ce que par contre, je peux retourner ta question en disant que c'est un métier pour lequel il y a quand même de la demande, une forte demande. Le milieu de la construction en général, j'étends à ça. On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, etc. Donc oui, il y a beaucoup de demandes là-dedans. Après, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, on est dans une petite récession avec la hausse des taux d'intérêt. Et une bonne partie de la commande depuis la fin de la pandémie, c'était justement dans le résidentiel. Mais là, avec la hausse des taux d'intérêt, plus personne n'a les moyens d'acheter des condos, des trucs comme ça. Donc ça c'est un petit peu ralenti, on va dire. Mais il y a d'autres secteurs, notamment le secteur public, par exemple, pour les hôpitaux. Le gouvernement actuel a lancé des commandes d'hôpitaux, de maisons des aînés aussi. Je sais que ma firme, par exemple, en fait beaucoup. Et que ça va super bien. Fait que ça dépend de ton secteur d'expertise. C'est ça. Si tu veux travailler dans le résidentiel, bah, c'est pas le moment. Mais je veux dire, moi, par exemple, je suis plus dans les projets institutionnels, etc. Fait que ça roule quand même bien en ce moment. Puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que l'Ordre des architectes du Québec a un magazine qui publie tous les mois. Et là, ils ont fait leur dernière couverture sur justement les architectes qui viennent de l'international. C'est comment on fait reconnaître leurs diplômes, leurs compétences, etc. Euh, ben moi, je suis passée par la case études pour m'intégrer. Mais par exemple, mon fiancé, lui, il a dû faire reconnaître son diplôme français. Ça a pris quand même un peu de temps. Il a dû, par exemple, reprendre un cours à l'université en pratique professionnelle. On lui a demandé de passer des heures de stage et aussi de passer les 4 examens, les 4 examens cauchemardesques que les architectes dans tout le Canada doivent faire pour avoir leur sceau et leur permis pour exercer. Donc moi, je l'ai eu l'année dernière. L'année dernière, j'ai eu le droit de devenir architecte, mais ça m'a pris 4 ans, donc 3600 heures de stage, plus ces 4 examens que j'ai dû faire en 2 fois. Donc, une première fois, j'ai eu 3/4. Puis, j'ai eu le dernier examen donc, l'an dernier. Fait que, ouais, c'est difficile de devenir architecte. Et c'est donc, vu qu'il y a de la demande, je parlais un peu de pénurie de main-d'œuvre, etc. Ben oui, les architectes de l'étranger sont les bienvenus, mais on veut comme maintenant faciliter leur intégration parce que c'est comme une montagne de choses à reconnaître leur diplôme, surtout pour ceux qui viennent de pays non francophones, en fait, c'est encore plus dur.
Donc, c'est tout le sujet en ce moment qu'adresse l'OAQ à travers ce magazine EFI. J'invite tout le monde à en prendre connaissance parce que c'est très intéressant le contenu. Les examens dont tu parlais, ça prend quelques mois, un an, plus? En fait, à partir du moment où tu gradues, donc tu as ta maîtrise en architecture, là, tu deviens ce qu'on appelle un stagiaire en architecture. Donc, à ne pas confondre avec, en France, un stagiaire, c'est quelqu'un qui n'est pas gradué et puis qui a une convention de stage et ça peut pas durer plus de 6 mois, etc. Puis souvent, ce n'est pas rémunéré. Ici, vraiment, quand tu es stagiaire, tu es rémunéré, tu es un salarié, tu as ton diplôme, etc. C'est juste que comme tu peux pas t'appeler architecte parce que tu n'es pas encore membre de l'ordre, tu es un stagiaire en architecture, enregistré comme tel à l'ordre des architectes. Et du coup, tu peux en fait rentrer tes heures dans le logiciel de l'ordre des architectes du Québec. Il te demande de faire, mettons, je dis au hasard, j'essaie de me rappeler, mais ça fait quand même longtemps, 1000 heures en exécution, je crois que c'est 100 heures en programmation. Il faut que tu regardes aussi la gestion de bureau, la gestion de projet. Il faut que tu regardes aussi la négociation de contrat, le chantier. Donc, le chantier, ça se divise en plusieurs parties. T'as, sur place au chantier, et puis la gestion de chantier, mais depuis ton bureau, donc les réunions, tu fais les PV, les choses comme ça. On pourra en parler pendant des heures. Mais c'est ça que tu dois faire quand tu es stagiaire. Donc, tu dois compléter 3600 heures de stage avec un minimum d'heures à chaque fois. Et ensuite, une fois que tu as à peu près, je crois, 2600 heures, une fois que tu as complété ça, donc tu peux le faire entre 1 et 2 ans, je pense que t'es rendu là. Ok. Tu peux faire donc tes 4 examens, tu peux t'inscrire pour passer ces 4 examens-là. Et que c'est pan-canadien, c'est-à-dire que les aspirants architectes, les stagiaires en Colombie-Britannique ont le même examen que moi j'ai fait. Simplement, eux, c'était en anglais et moi, j'ai choisi de le faire en français. Fait que c'est sur 2, 3 jours, là. Tu as 4 examens, donc tu en as un, euh, je pourrais dire, j'ai du mal à le vulgariser en fait pour que tout le Oh, monde mais... comprenne. Mais c'est un sur, on va dire, les étapes, les différentes étapes de projet. Mhm. Donc, tu as des questions sur l'estimation, la programmation, la faisabilité d'un projet, ce genre de choses. Souvent, c'est le plus utile, apparemment. Tu en as un autre sur le Code national du bâtiment. Donc, tu étudies le code canadien. C'est un examen qui est pan-canadien. Après ça, tu as un examen centré vraiment sur la partie plus exécution du projet. Donc, tu auras des questions très techniques sur les détails de coupe de mur ou l'acoustique dans une pièce. Ça va être des questions un peu comme ça, sur les matériaux aussi. Et le dernier, c'est tout ce qui est administration de contrat Mhm. et chantier. Donc là, comme par exemple, si toi, Hélène, tu as besoin de m'engager moi, Louise, comme architecte, on va signer un contrat, mais qui sera peut-être pas le même qu'avec un autre client ou une autre entité qui a un autre besoin. Et à chaque fois, il faut savoir reconnaître les contrats qu'on va signer avec ses clients et avec ses partenaires aussi. Ça porte sur ça. C'est très long de devenir architecte. Je te dirais que j'en ai eu pour 11 ans, ouais, depuis le début de mes études jusqu'à obtenir mon saut, ouais, ça a pris 11 ans. T'étais contente à la fin de vraiment devenir architecte, j'imagine. Je vais te surprendre, mais pas tant que ça. Mais dans le fond, t'arrives tellement au bout du tunnel que tu crois pas que c'est fini. Puis moi, j'ai passé tellement de temps à visualiser ça, parce que ça a été intimement lié avec le processus d'immigration, etc. Tu sais, je veux dire, il y a eu du back and forth entre les deux. Donc, quand j'ai lu que, c'est ça, j'avais eu mon dernier examen, parce que comme je t'ai dit, j'ai échoué l'année d'avant. Donc, quand j'ai eu, vraiment, il me manquait que cet examen-là pour avoir mon permis, mon saut et tout ça, ça m'a rien fait. J'étais vraiment, ok, tout ça pour ça. Enfin, je sais pas comment te dire, mais j'avais beaucoup d'amertume. Aujourd'hui, je suis super contente, c'est fini, c'est derrière moi, ça m'a ouvert plein d'autres portes. Mais à l'époque, c'est quand à chaud là, c'est comme ok, ben maintenant je fais quoi? Un peu comme dans le monde de Nemo, tu sais la scène post-générique et tout, où ils sont dans des sacs plastiques, ils se regardent, ok, mais qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça. Il me fallait un peu un nouveau défi à ma hauteur, je dirais. Et ben aujourd'hui, ça fait 1 an et demi, j'ai trouvé des nouveaux défis, je suis drivée par c'est tout ce que ça m'a apporté finalement maintenant d'être architecte.
Mais il y a comme 1 an et demi, quand j'ai eu ce saut-là, j'étais comme, ok, ben, il va me servir à quoi maintenant? C'est quoi mon nouvel objectif de vie? Ça fait tellement longtemps que j'attends pour ça que j'avais pas dû, j'ai, j'ai pas pu me projeter, en tout cas, c'est ça. D'ailleurs, en parlant d'immigration, toi, tu as eu un parcours quand même un peu atypique. Il me semble, tu vas en parler après, mais enchaîné plusieurs permis d'études, puis ensuite ta résidence permanente, c'est un peu traîné à cause du Covid. Oui, c'est très long là, mais pour raconter ça brièvement, ça, j'ai fait 4 ans et demi d'études, donc 2 maîtrises, ce qui fait que il a fallu que je sois stratégique quand j'ai demandé mes permis d'études parce que j'ai pas gradué les maîtrises ensemble. Je dirais que j'ai eu 3 ou 4 permis d'études sur 4 ans et demi, et en plus j'ai eu un permis de travail qui s'est enchevêtré avec mon dernier permis d'études parce que comme j'ai fini la maîtrise en architecture avant la maîtrise en sciences d'architecture où j'ai écrit un mémoire, etc., pendant 1 an, ben, comme j'avais entendu dire que tu sais, quand tu déposes un mémoire, ça peut être long, le temps de correction, etc., et que toi, en tant qu'immigré, ben, tu peux pas patienter, tu vois ce que je veux dire? Si ton permis d'études, il est échu, tu vois ce que je veux dire? Donc, je m'étais dit, bon, bah, je vais activer le permis de travail auquel j'ai droit parce que j'ai que 3 mois. Puis tant pis, j'ai pas fini mes études. Je vais bousiller quelques mois de mon permis de travail. De toute façon, c'était 3 ans. Puis, ben, c'est ça qui s'est passé. Finalement, j'ai déposé mon mémoire 1 an plus tard. Donc, j'ai flushé en bon québécois 1 an de mon permis de travail. Puis du coup, enfin, j'ai pu commencer à travailler seulement avec un permis de 2 ans, ce qui a été très juste pour du coup la demande de résidence permanente. Parce que au bout des 2 ans de mon permis d'études, ma résidence permanente, je l'avais toujours pas. Je pense que je l'ai demandé au bout d'1 an et demi. Donc, bah, au final, ça a été comme 6 mois. Parce que c'est ça. On dirait que mon cerveau a comme oublié tout ce qu'il faut faire, Hmm. tellement c'était pénible. Ouais, donc tout ça pour dire que c'est ça, j'ai déposé la demande de résidence permanente dans la dernière année de permis de travail. Puis après ça, ben, j'ai eu un permis de travail fermé via mon employeur, parce que ça existait encore à l'époque. Et là, la Covid est arrivée. Donc, mon permis de travail via mon employeur a été échu. Donc, j'ai été en statut implicite en plein Covid pendant 6 mois. Ouais, c'est ce que tu me disais. Donc ça a été vraiment panique à bord, là. Puis je connais des gens à qui c'est arrivé aussi. Puis eux, il y a eu tellement de... comment dire, moi, j'ai eu de la chance. Bah, personne n'est mort de ma famille, personne n'était gravement malade, mais je connais des personnes à qui c'est arrivé. C'est que je dis merci la vie chaque jour que ça ne soit pas arrivé parce que je voyais comment ils étaient mal. Puis en plus, tu peux pas comme voir les gens. Enfin, en tout cas, nightmare. On n'y pense plus. Puis quand j'ai enfin pu avoir donc ce permis de travail, j'étais toujours pas résidente permanente. Il a fallu que j'attende encore 6 mois. Ouais, ma résidence permanente, j'ai attendu presque 2 ans. Et là, ça fait donc bah 1 an et demi et je vais pouvoir demander la citoyenneté comme là cet hiver. Yes. Ouais. Et apparemment, c'est très rapide en ce moment. Donc, peut-être Cool. que dans 6 mois, je serai enfin canadienne, j'espère, là, pour mes 10 ans. Pour une fois qu'il y a quelque chose de rapide. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose de rapide. Par rapport à tes 10 ans passés ici, c'est quoi ton bilan? Mon bilan, j'en ai un peu parlé tantôt. Je pense pas que j'aurais la vie que j'ai aujourd'hui si j'étais restée en France. Juste pour faire un peu une stop, là. Puis, j'essaye de me rappeler ça, c'est quand je vais pas très bien, etc. Ça fait partie de mon mindset de me dire te plains pas parce que ça aurait pu être vraiment pire que ça. J'ai rencontré mon fiancé ici, donc lui aussi l'architecte. On s'est rencontrés au bout de même pas un mois, il y a 10 ans, quand je suis arrivée à l'Université Laval. Donc, depuis c'est l'amour fou, puis Ah, on c'est va cool. bientôt se marier. Donc, Mhm. voilà. Euh, euh, Love to love canadien. Je suis les Canadiens maintenant, donc ça y est, je peux être résidente permanente à vie. Et j'accompagne un Canadien partout. Euh, Donc oui, tu sais, j'ai un super chéri. On a pu devenir propriétaire il y a 3 ans, justement. Oh. Puis notre appartement est vraiment en plein cœur de Montréal. C'est que moi, j'habite à 30 minutes de mon travail. Mon travail, comme je disais, je travaille pour la plus célèbre agence d'architecture au Québec.
Donc, je travaille vraiment sur des super projets, que ce soit pour le Québec ou pour le Canada. Enfin, j'ai pu être impliquée sur le REM, qui vient d'ouvrir Oui, il y a pas longtemps. ouais. Global Moral aussi, qui est sur la place du Portage 3. Pardon, on pourra couper ça, je me suis complètement trompée. Global Moral qui est sur la place des Arts. Donc, c'est un beau bâtiment qui a une faille rouge, etc. Donc, c'était mon tout premier projet. J'ai aussi travaillé sur la place du Portage 3 à Gatineau, qui est le plus gros complexe fédéral du Canada. On a pour un peu plus d'un milliard de dollars de budget, c'est énorme. Puis là, tout récemment, je travaille sur le pavillon Roger Gaudry, qui appartient à l'Université de Montréal. On le réaffecte entièrement pour mettre la faculté de médecine dedans. J'ai aussi un projet pour HEC Montréal. Ils viennent d'inaugurer un nouveau pavillon au centre-ville. Donc, ce n'est pas le projet sur lequel je travaille. Je travaille déjà pour d'autres projets avec eux, mais c'est comme une inspiration puisque le bureau pour lequel je travaille qui a livré ce nouveau pavillon, qui est magnifique. J'encourage tout le monde à aller le visiter. C'est ouvert. Vous pouvez pas rentrer dans les salles, mais l'atrium est visitable. Donc, c'est vraiment un projet. Donc, les projets sur lesquels je travaille day to day sont vraiment inspirants. Puis, en tant qu'immigrée, migrante, même si ça fait 10 ans que je suis là, je pense que j'ai passé le cap là, mais tu te réveilles le matin, puis tu te dis, je travaille à construire le Canada et le Québec de demain. Tu sais, c'est Ouais. drivant, tu vois. Puis, je me dis, si j'étais restée en France, j'aurais dû peut-être renoncer à 2 ou 3 choses que je viens de citer. Peut-être que je travaillerais pas sur le type de projet sur lequel je suis en ce moment. Peut-être que j'aurais pas la chance de travailler pour la plus célèbre agence de Paris, par exemple, tu vois, parce que là, au Québec, c'est comme j'ai pu être engagée là, puis faire mes preuves. Ou alors je pourrais pas habiter en plein Paris, tu sais, j'aurais pas les moyens. Donc, puis, dernière chose, c'est que ici au Canada, on a vraiment une super, je dis Canada, parce que je suis allée ailleurs dans d'autres provinces, puis c'est vraiment un point commun. On a vraiment une super qualité de vie, c'est tolérant, c'est un safe space. C'est moi, en tant que femme, quand j'étais en France, puis j'ai grandi à Grenoble, j'ai fait mes études à Rouen, j'ai fait des stages à Paris. C'est compliqué d'être une femme, hein, que ce soit au Ouais. travail, que ce soit dans les transports, à l'école, whatever là. Donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai choisi de quitter. Puis je regrette pas parce que toutes les situations que j'ai vécues donc quand j'étais dans ma petite vingtaine au final, aujourd'hui j'ai 30 ans, j'étais pas en 10 ans, j'en ai pas revécu une seule. Donc pour moi le bilan c'est que j'ai vraiment gagné au change en fait. Et même si ouais, tu as eu des moments un peu stressants, un peu difficiles avec le parcours d'immigration, le fait que tu aies autant d'opportunités professionnelles et que tu sois autant épanouie dans ton métier aujourd'hui, ça oublie un petit peu. Ouais, ça me fait tout oublier. Honnêtement, c'est vraiment ça. Puis le fait d'avoir été donc résidente permanente, moi j'avais un rêve en fait. J'ai durant mes 7 ans à attendre ma résidence permanente, je regardais les concours de beauté. Je sais que c'est peut-être un peu niaiseux, mais c'est vraiment ça qui m'intéressait. Depuis petit, je les regarde, etc. Puis en France, en fait, on avait jusqu'à il y a pas si longtemps des règles très strictes donc moi, par exemple, je suis 1m65, donc out, je peux pas participer. Il me disait, ah ben, tu dois avoir entre 18 et 24 ans. Moi, je trouve que c'est très restrictif. Puis ça participe à la culture de l'agisme. Si on parle beaucoup de diversité, équité, inclusion, je trouve que c'est vraiment très dur envers les femmes de dire, bah, passé 25 ans, vous êtes périmée, vous êtes plus intéressante. Honnêtement, je trouve que c'est depuis que j'ai 25 ans que je commence à comprendre qui je suis et que ma vie est devenue intéressante, tu vois. Je sais que t'as 25 ans, fait que le meilleur reste à venir, honnêtement. Donc, je trouve que c'est vraiment débile de dire ça aux femmes, aux jeunes femmes ou à la société en général. Pour moi, une Miss, c'est censé représenter tout le monde. Puis, en quoi tu vas représenter les gens si tu as été choisi que par avec des critères super sélectifs et tout. Fait que j'ai pas mal souffert justement de ces règles un peu absurdes. Puis en venant au Canada, vu que c'était quelque chose qui m'intéressait, je me suis intéressée à comment on fait ici pour participer. Donc, moins de, pas de critères de taille ou de physique. L'écart d'âge était C'est jusqu'à quel âge? à 28-30 ans. Puis aujourd'hui, le concours Miss Univers, par exemple, pour la prochaine édition, a complètement supprimé le critère d'âge. Faut juste que tu aies Ok. 18 ans, que tu sois majeur. Donc, je préfère Miss Univers Canada l'année prochaine si je voulais. Bon, c'est pas dans mes objectifs, mais peut-être
façon, j'ai toute la vie maintenant. Donc, c'est ça. Puis, mais avant que donc, ce concours-là change ses règles, c'était quand même c'était de 18 à 28, de 18 à 30. C'était beaucoup plus long. Et moi, en tout cas, je me suis dit, bon, bah, tout est possible finalement. Sauf que il fallait que ce soit minimum résidente permanente ou citoyenne. Puis moi, j'avais ni l'un ni l'autre. Puis comme je disais, donc ça m'a pris 7 ans avant de pouvoir être résidente permanente. Même plus, hein, 8 ans en fait. Puis je l'ai été, j'avais 28. Fait que pour beaucoup de concours, c'était déjà trop tard en fait, malgré le fait que la limite d'âge était plus élevée que par exemple des concours en France. Et le concours que j'ai pu faire, parce que le calendrier, ça fonctionnait, parce que c'est ça leur limite d'âge, l'endroit aussi où le concours avait lieu, où j'ai appliqué le lendemain que j'ai eu ma résidence permanente, je ne niaise même pas. C'était donc Miss Face Humanity, qui était un concours super humanitaire, en fait, comme son nom l'indique, où on n'était pas supposé être jugé, donc ni sur notre physique, ni sur à quoi enfin, comment on paraît. C'était vraiment euh, axé sur nos causes et nos engagements. Donc, moi, c'était tout naturel que la cause que j'ai voulu défendre, c'est celle des immigrants, de donner une voix aux personnes qui attendaient encore. Parce que j'avais bien conscience que j'étais privilégiée de recevoir ma résidence permanente, mais à l'époque, en 2021, il y avait encore des milliers de personnes qui attendaient, des milliers de personnes qui allaient demander puis qui allaient attendre super longtemps. Avec tous les mouvements que j'ai joints, etc., parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de manifestations et de levée de voix et de mécontentement. Hein, en ce moment, aujourd'hui, je crois que c'est vraiment beaucoup plus rapide 2 ans plus tard. Enfin, on parle même plus de problèmes. Enfin, on parle encore de d'autres problèmes, mais les problèmes de résidence permanente ou en tout cas même de délivrance de visa, j'entends plus trop de problèmes. Fait que j'espère que ça s'est bien amélioré. Et en tout cas, si ça s'est amélioré, je pense que c'est grâce à tous ces mouvements-là qu'il y a eu il y a 2 ans, 3 ans, avec par exemple le Québec Ému aussi, et d'autres entités. Petite pause publicitaire pour te dire que le mois dernier, vous étiez plus de 600 à m'écouter. Donc ça me fait super plaisir. Je suis vraiment trop contente que les épisodes et les sujets vous plaisent. Je suis encore plus contente quand j'ai 5 étoiles sur Spotify ou un gentil commentaire, un gentil avis sur Apple Podcast. Alors vraiment, ça me ferait super plaisir si tu prenais le temps de faire ça. Je me rends compte que j'ai beaucoup de gens qui m'écoutent, de plus en plus en tout cas, mais pas beaucoup qui me font soit des retours à travers des commentaires. Contrairement aux réseaux sociaux, on peut voir tout de suite le nombre de likes, l'engagement, les commentaires. Sur le podcast, c'est pas forcément possible. Donc, si tu as aimé cet épisode, n'hésite vraiment pas à me mettre 5 étoiles sur Spotify, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et je te laisse avec la suite. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les causes ou plutôt les facteurs qui ont fait que tu as décidé donc de participer à ces concours, mais c'est pas n'importe lesquels puisque ton idée c'est la cause humanitaire pour défendre les immigrants du Québec et du Canada. Donc j'ai bien compris que c'était par rapport à ta résidence permanente et pour défendre les immigrants du Québec et du Canada, mais est-ce qu'il y a eu d'autres éléments déclencheurs? Quand j'attendais en fait ma résidence, je suis allée à l'Assemblée nationale pour une conférence de presse justement avec le Québec, c'est nous aussi. Donc à cette occasion, j'avais parlé de ma situation. J'avais dit, ben, en ce moment, je n'ai aucun statut, je suis en statut implicite, pourtant j'ai un travail. En plus, pour la petite histoire, le bâtiment de l'Assemblée nationale devant lequel on était en conférence de presse, c'était la firme pour laquelle je travaille qui avait fait le bâtiment. Bon, Ok, c'est tout marrant. ça pour dire le côté, soulever le côté absurde du fait que comme, quelqu'un comme moi n'ait pas d'autorisation de travail, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, il y avait le Québec et nous aussi qui étaient là, d'autres personnes qui attendaient, avec qui j'ai pris leur contact. Il y avait donc des députés qui étaient présents, notamment Catherine Dorion, Monsef Déragi. Donc une fois que j'ai été Miss Face of Humanity Canada, j'ai revu Monsef Déragi qui m'a soutenue dans la compétition. J'ai vu également des députés donc fédéraux cette fois-ci, Alexandre Boulris par exemple, le député de Rosemont-la-Petite-Patrie, qui est très engagé en faveur des immigrants, il les aide. J'ai regretté que ce soit pas mon député, honnêtement. Il aurait peut-être pu plus m'aider quand j'en avais besoin. Mais j'ai rencontré également mon propre député, qui est aussi, à l'époque, était le ministre du Patrimoine. Et la semaine d'après, est devenu le ministre de l'Environnement, donc Steven Guilbeault, qui m'a reçu très chaleureusement et qui m'a encouragé
dans le cadre de ma compétition, puis a assumé devant moi qu'il y avait encore beaucoup de travail, notamment au niveau fédéral, qui représentait le fédéral, euh, pour l'immigration, puis il m'a dit, on est en train de le faire, mais ça prend du temps. C'est comme, il peut pas me dire autre chose, mais déjà que un ministre face à moi, là, qui était comme madame n'importe qui, assume qu'il y avait un problème, j'ai trouvé que c'était bien. Tu vois, parce qu'il aurait pu me bullshiter, tu vois ce que je veux dire, comme un politique, puis il l'a pas fait. Parce qu'il avait en face de lui quelqu'un qui lui disait, ben, tu sais, j'ai souffert, mais je veux pas être une victime, je veux porter la voix de ceux qui sont victimes, finalement. Parce que pour moi, c'est réglé en grande partie. Mais tu t'es bien battu quand même. Merci. Merci. Puis, par exemple, j'avais rencontré une personne qui a attendu, je crois, sa résidence permanente, je vais pas dire de bêtises, mais 28 mois, enfin, un truc de fou. Je l'ai vu en vrai et tout, j'ai essayé de l'aider. Et en fait, une fois que je l'ai rencontrée, j'ai parlé d'elle au député Alexandre Boulary, justement, de notre rencontre. Et le lendemain, il a fait une tribune dans la presse, je crois, pour justement soutenir cette immigrante qui attendait sa résidence permanente, etc. Et tout ça est documenté sur mon Instagram, hein, si ça intéresse les gens d'aller voir de quoi il s'agit. Et j'ai vraiment aidé pour faire avancer les choses à ma petite échelle, hein, parce que tu sais, j'étais seule, mais je pense que quand on est à des grandes ambitions, un grand cœur, on peut aller très loin. Donc aujourd'hui, ben, le concours de Miss Face of Humanity est terminé. J'ai fait représenter le Canada à Toronto, donc en avril 2022. J'étais dans le top 15. C'était une super expérience. Au-delà de me permettre de développer une plateforme, ça m'a aussi fait prendre confiance en moi, développer une stratégie de communication, de marketing, mon sens de gestion de médias sociaux, c'est apprendre à bien parler, rayonner en société, en fait, ça a été un peu une école de la vie, tu vois, j'ai tout appris sur le tas. Puis moi, je me suis dit, ben, maintenant, j'ai envie de redonner à une unité architecturale, au milieu de la construction et de l'immobilier commercial. Il y a beaucoup de choses à faire en faveur des femmes, notamment en termes de diversité, équité et inclusion. Et là, ça rejoint mon côté immigration, justement. Donc, ça fait un an que je travaille avec une organisation qui s'appelle le CRU Montréal, Commercial Real Estate Women, qui favorise le succès des femmes en immobilier commercial. Puis je suis également membre des Ailes de la construction, donc toujours dans le but de promouvoir les femmes dans notre milieu qui est encore masculin. Euh, donc je fais plein de choses aux côtés des autres membres pour donc faire rayonner les femmes dans notre industrie. T'organises des événements, des conférences, c'est ça? C'est ça, donc bah, depuis que ma page concours s'est tournée, finalement, j'ai comme réinvesti toutes les compétences que j'ai développées pendant presque 2 ans à faire des pageants, comme ça qu'on appelle, pour pas dire concours de beauté. Donc, je réinvestis tout dans c'est ça, mes nouvelles causes, finalement. C'est que je suis quelqu'un de, je pense, très engagé. J'aime redonner au suivant, mais c'est parce que je pense que on m'a donné à moi aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai envie de redonner. Je pense que la vie, c'est un échange. Est-ce que les trois premières peuvent aller représenter justement la cause à travers différents organismes, différents endroits à travers le Canada? Est-ce que c'est juste la première? Qu'est-ce qu'il y a en fait après ça? Mais chaque personne de représenter différents pays et chaque candidate avait sa propre cause. Je comprends mieux. Donc la gagnante a pu promouvoir sa cause qui était donc l'éducation pour les réfugiés parce que c'est un problème en Indonésie. Une des personnes qui est dans le top 4, Miss Hong Kong, elle travaille beaucoup sur la santé mentale, le mindset, etc. parce qu'elle-même, elle a été victime de cyberharcèlement justement. Donc, c'était l'occasion, si j'avais gagné sur la scène internationale, de promouvoir la cause des immigrants du Québec et du Canada. Mais même si j'ai pas gagné, j'ai quand même été Miss Canada avec cette cause-là, fait que ça m'a permis de la faire rayonner, puis de créer ma propre plateforme qui s'appelle Face of Immigrant, où j'ai collecté une trentaine de témoignages de personnes justement qui, comme moi, avaient souffert. Puis ça m'a permis aussi de me renvoyer ma propre histoire, de me dire, OK, j'ai vécu des choses, c'est pas le fun, mais face à quelqu'un qui est demandeur d'asile, qui dans son pays, il n'avait pas pu devenir canadien et immigrer au Canada, il se serait fait tuer. Ça te renvoie un peu à la Oui. chance que tu as. Je pense que même de toi, faire ton podcast, ça permet de voir les différentes vies, les différents témoignages, puis de se dire, bon, pas si pire.
Ouais, on se rend compte effectivement de la chance qu'on a en discutant, en s'intéressant, en étant curieux par rapport aux histoires des autres. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un passeport français quand même. On l'oublie souvent, mais c'est une vraie Ouais. chance. C'est une chance d'être française, c'est une chance d'être canadien, c'est une chance d'avoir les deux passeports surtout. Donc non, c'est pas si pire, t'as raison. Comment tu fais, personnellement, je suis très curieuse, pour concilier tous les engagements que tu as aujourd'hui? Je pense que quand on est passionné et on se motive, en fait, c'est drôle parce que j'ai fait un test d'orientation il y a pas longtemps qui a révélé que quand je suis motivée par quelque chose ou quand je vois une opportunité de me développer, je suis à fond. Mais quand je ne distingue pas vraiment l'opportunité qu'il y a, ça d'aller plus loin, de me challenger, etc., je perds de l'intérêt. Pour moi, c'est vraiment de grandir, de me développer, d'apprendre à mieux me connaître. Donc, c'est ça qui me drive pour faire tous ces engagements et de découvrir toutes ces nouvelles choses, ces nouvelles personnes, etc. En fait, si je ne le faisais pas, je pense que je serais en dépression, quoi. J'ai besoin de ça. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est vraiment c'est un échange. C'est je donne, mais je reçois. Et puis, je pense que aider les gens, j'aide pas les gens comme le ferait une aide-soignante qui vraiment, prend soin de toi, puis n'attend rien en retour, etc. Moi, c'est la même chose que je fais au travail ou dans mes engagements. Je veux t'aider, t'aider à atteindre ton plein potentiel. Donc, que ce soit dans l'immigration, que ce soit dans la vie ou que ce soit avec mes engagements en faveur des femmes, je veux que les femmes, elles atteignent leur plein potentiel, qu'elles rayonnent. Euh, si tu es mon collègue et que je t'aide, c'est juste que je veux que tu développes de nouvelles compétences pour m'aider et être plus performant en retour. Si j'aide les personnes immigrantes, c'est parce que je veux qu'elles aient une meilleure vie, en fait, qu'une fois qu'elles ont leur papier, leur visa, comme moi j'ai pu réaliser mes rêves, je veux qu'elles réalisent les leurs, tu vois. C'est que je veux vous aider à atteindre votre plein potentiel parce que c'est ça qui va me revenir après. Je trouve qu'il n'y a pas assez de partage comme ça. Juste les gens partagent comment dire, leur expérience en tant que PVTiste, en tant que jeune pro, etc. Mais ils n'ont pas forcément aidé parce qu'ils n'ont peut-être pas toutes les clés non plus, mais tu vois, ils sont peut-être trop individualistes. Je sais pas comment expliquer. Les gens restent un peu dans leur case, peut-être parce qu'ils connaissent pas aussi toute la panoplie des problèmes de l'immigration, mais c'est vrai que dès qu'on peut aider, justement, de se dire on est un peu tous dans le même bateau finalement, donc viens, on s'entraide, viens, je te dis comment moi j'ai fait, regarde mes documents, etc. C'est déjà énorme en soi. Moi, je le fais avec plaisir. Bon, aujourd'hui, ça fait un peu quelques mois, voire années que j'ai plus besoin de faire ces papiers-là. Donc, quand on me demande de l'aide, peut-être que je peux un peu moins aider parce que je ne suis plus à jour. Mais ça me fait toujours plaisir que de soutenir le monde puis de dire, bah, écoute, moi, j'avais fait comme ça. Regarde si c'est toujours la même chose pour toi. Puis ça me fera plaisir de te partager comment j'ai fait, etc. Mais maintenant, il faut que je sois un petit peu plus attentive à pas donner des fausses informations aux gens non plus. Parce que ça évolue vite, hein, les lois sur l'immigration. J'ai- je lunchais avec une collègue il y a pas longtemps, puis elle me parlait de ce que elle avait dû faire, donc en arrivant au PVT pour pouvoir rester, etc. Puis je suis comme moi, en fait, je suis vieille, hein, parce que l'application au Québec, ça fait maintenant 4-5 ans que je l'ai faite, puis c'est pas du tout la même chose pour moi. Ça évolue vite quand même. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a des questions, si on veut s'intéresser à ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Je suis très active sur Instagram, donc mon pseudo ou nom de mon compte, c'est Louise underscore archichic. Je suis une architecte, mais chic. Donc j'ai plein d'autres plein d'autres casquettes, comme j'expliquais, donc pageant queen, mais aussi modèle photo. Donc je raconte un peu toute ma petite vie et mes engagements là-dessus. Également sur LinkedIn, sous mon vrai nom, donc Louise Zurich, architecte, etc. Puis c'est pas mal ça. Via le mailing link de mon Instagram, j'aurai justement le lien vers notre entrevue, puis d'autres que j'ai faites auparavant, et des articles aussi pour lesquels j'ai été interviewée lorsque justement j'attendais ma résidence permanente, via les mouvements que j'ai joints. Donc c'est ça qu'on peut trouver sur moi, je pense. Ok, bah de toute façon, ce sera tout mis dans la description. Tout le monde pourra retrouver tes liens et venir te poser plein de questions. J'adore rencontrer des nouvelles personnes. Je pense que c'est ce qui fait de C'est nous. riche. Ouais, ça nous rend riche de notre expérience d'expat. Je pense que tu deviens pas expatrié si t'as pas envie t'es pas curieux de rencontrer de nouvelles choses, que ce soit
nouvelle culture, nouvelle personne, nouvelle nourriture, whatever, ce que tu es curieux de rencontrer. Mais je pense qu'il faut cette curiosité-là dans ton profil, en fait. Puis je pense que c'est ça qui nous réunit tous, les immigrants. Mais c'est vrai ce que tu dis. Bon, moi, ça fait que 3 mois que je suis là, mais j'ai l'impression d'être déjà une nouvelle personne qui est en train de se créer par rapport à la personne que j'étais en France. Je trouve qu'au niveau de la mentalité, on s'ouvre à tellement plus de choses, à tellement plus de sujets. Bon, pour le moment, je rencontre beaucoup de Français. J'adore les Français, mais c'est vrai que j'aimerais bien, c'est ce que tu disais, rencontrer d'autres cultures pour apprendre leur fonctionnement, leur culture, etc. Donc ça viendra, j'en suis persuadée, mais c'est vrai ce que tu dis. Je trouve que on change, on évolue et en bien, et l'ouverture, c'est pour moi une compétence personnelle, mais aussi clé en entreprise. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, souvent un peu cloîtré, un peu dans son cocon, dans sa zone de confort, et aller vers les autres, écouter. Juste écouter, c'est déjà une qualité énorme. Je trouve que beaucoup pensent écouter, genre juste, je t'écoute parler. Non, écouter, c'est retenir ce que tu dis, c'est rebondir sur ce que tu dis, c'est de l'écoute active, et c'est juste aussi se taire des fois. On Et sent la personne en communication, hein. un petit peu, oui. Mais tout ce qu'on fait, ça nous revient totalement à notre profil. Si je peux quand même conclure là-dessus. Moi, j'ai un côté très artistique, créatif, justement, mais un côté aussi très, je vais pas dire compétitive, mais c'est pas très entreprenante, je veux me développer, etc. Puis les deux, ça se rejoint dans mon métier d'architecte, dans mes engagements, et aussi dans le fait que j'ai fait des pageants, des concours, dans le sens où il y a le côté dépassement de soi, mais il y a tout un côté artistique, où tu sais, j'ai dû me faire une garde-robe, créer une plateforme, donc aussi en visuel, etc., de comment j'avais envie de raconter ça. Puis c'était de l'autopromotion, donc c'est tout mon Instagram, donc, la façon dont j'ai choisi de parler au public, c'est tout très artistique au final. Donc tout ça me rejoint et me ressemble dans tout ce que je fais. Au final, il y a vraiment un fil conducteur. Et je pense que toi aussi, avec ton podcast, justement, ça rejoint ton intérêt pour la communication, découvrir une nouvelle personne. Puis dans ton day-to-day, bon, on se connaît pas très bien, mais je pense que j'arrive déjà à déceler un peu ton profil et ta curiosité. Je sais pas si c'est un bon point, mais oui, je pense que tu as vu juste. En tout cas, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. J'espère que tu as apprécié ce moment. Merci à toi, Hélène. Et merci à tous pour l'écoute. À tantôt, comme on dit à Montréal.